Un flop politique sur le discours du roi de Maroc Mohamed V pour le Sahara occidental. On apprend souvent plus sur un événement en lisant entre les lignes d'un texte, ou bien en démasquant ce qui se cache derrière les mots utilisés par leur auteur. Ainsi, dans le discours du roi du Maroc, outre les mots, il y a aussi son regard, qui s'attarde sur certaines choses, ou bien quand son esprit zappe des événements, source pourtant de la tension politique actuelle dans sa région. Dans son discours du 6 novembre 2021, à l'occasion de la marche dite verte, symbolisant l'invasion du Sahara occidental, il loua les mérites de son père Hassan II, qui libéra un territoire sans défense. Aussi la voie était-elle libre, après que l'Espagne évacue le Sahara occidental. Ainsi, ce jour-là, un 6 novembre 1975, la monarchie marocaine ayant vaincu sans péril, triomphe sans gloire, citation du Cid de Corneille, fête chaque année, une grande victoire unique dans les annales du pays. En raison de l'actualité du moment, on s'attendait à ce que le roi délivre un discours à la hauteur de la situation. Ce fut une suite de blabla, où le roi Mohamed VI se congratulait lui-même, et son père, et remerciait un ami complice dans une opération de recel. Une fois la politesse exprimée à son vieil ami vinrent les attentes espérées, et les menaces murmurées contre d'autres amis, qui rechignaient à donner carte blanche à ses délires. Ces muscles qu'il gonflait, avec de simples mots n'ont aucun effet sur de vrais géants. L'Espagne et l'Allemagne, deux pays qui, eux, ne sont pas des colosses aux pieds d'argile, avaient déjà révélé que son arrogance dissimulait de vraies faiblesses. Amis lecteurs, voilà un florilège des phrases du roi. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait fondés à attendre de nos partenaires qu'ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l'intégrité territoriale du royaume, et à appuyer les efforts déployés pour parvenir à une solution vient ensuite la menace. En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Après ce déluge de propos sans consistance, on était impatient d'entendre sa version sur un grave événement qui venait de faire monter la fièvre dans la région. Long et profond silence. Qui ne dit mot consent, pour reprendre la philosophie d'une maxime. Dans les relations entre États, le langage de la diplomatie décortique les silences. Un silence est pour les diplomates une gêne aux entournures du locuteur. Ça signifie qu'il faut à un État dans l'embarras plus de temps pour accoucher d'une déclaration, pour sauver la face. Dans le cas du Maroc, le roi a laissé ce soin à des fonctionnaires anonymes incapables de fournir une thèse crédible. Les propos de ces fonctionnaires rapportés par des journalistes marocains n'avaient même pas un début d'une once de crédibilité. Essayons de comprendre le silence de Sa Majesté. Mais avant, rappelons un autre événement, qui ressemble dans la forme à l'assassinat des 3 chauffeurs algériens. L'événement en question fut la mort d'un commandant du Polisario survenu à la suite d'un tir d'un drone à la frontière du Sahara occidental avec le Maroc. Les 3 Algériens aussi furent victimes de cette technologie, qui ne fait prendre aucun risque aux vaillants combattants. Ça rappelle étrangement ce qui se passe en Palestine, Syrie, Irak. Ainsi, le silence est un genre de posture courante chez ceux qui pratiquent le déni. Ce dernier est un acte qui refoule un réel, parce qu'il fait mal à son auteur. Plus prosaïquement, le silence est aussi l'enfant gâté de l'arrogance qui aveugle. Et enfin, en paraphrasant Albert Camus, il est des gens qui, en évitant d'affronter le réel, ou en nommant mal les choses, ajoutent au malheur du monde. Mal nommer les choses est aussi signe d'un malaise préféré à la honte de reconnaître l'absurdité de sa posture. Une dernière chose m'intrigue dans le discours du roi, c'est son passage sur la zone de Guergarat. Voulait-il attirer l'attention du secrétaire général de l'ONU, un monsieur qui vient toujours au secours du roi? Ainsi, son appel à l'apaisement oublia la mort d'hommes algériens par un agresseur qui prend ses aises avec le droit international. Cet appel du roi au secrétaire général de l'ONU vit-il à lui demander de passer outre le crime de 3 ressortissants étrangers dans un territoire indépendant? L'ONU ayant déjà fermé les yeux sur la violation du cessez-le-feu par le Maroc à travers l'occupation de Guergarat, octobre-novembre 2020. Cette demande indirecte à l'ONU est-elle faite pour parer à une éventuelle volée de bois vert de la part du Polisario qui est en droit de répondre à l'assassinat des Algériens sur son... Car Guergarat n'est autre que la frontière avec la Mauritanie. Frontière qui ouvre les marchés africains aux gadgets du Maroc. Le Maroc a toujours fait pression sur la Mauritanie pour mettre du sable dans ses relations avec l'Algérie. Ces pressions multiples et diverses ont pour but d'obliger la Mauritanie à ne pas fermer sa frontière au Maroc, seule porte ouverte vers l'Afrique.
Un atout géostratégique que j'ai signalé dans un article dans Algérie patriotique, car la fermeture de cette frontière fera du Maroc un pays enclavé entre le Sahara occidental, la Mauritanie et l'Algérie. Une position inconfortable pour rêver un jour de réaliser le Grand Maroc. Y a-t-il un lien entre Guergarat occupé et l'agression à Bir Lalou? Est-ce de la part du roi une pression supplémentaire sur la Mauritanie dont les relations politiques et économiques avec l'Algérie ne lui plaisent guère? Si ce fantasme habite encore le roi, son délire est pétri dans la même farine que celle de son Sahara n'est pas à négocier. Et dans la foulée, sans se rendre compte du ridicule, il mendie des réunions autour de tables rondes pour faire avaliser par la Mauritanie sa proposition bidon de l'autonomie. Où puit-il cette prétention? Il ne sait pas que ce genre d'arrogance n'est plus à la mode de nos jours. Les peuples ont toujours préféré rester debout que courber l'échine. La phrase de Sékou Touré, premier président de la Guinée, mieux mourir debout que vivre à genoux est toujours d'actualité. Une phrase qui fait écho à celle de Spartacus, dans l'admirable film de Stanley Kubrick, La mort est la seule liberté que connaisse l'esclave. Pour toutes ces raisons, le discours du monarque, mal ficelé et hors sol, sa prestation télévisuelle se solda par un flop royal. Oui, royalement vide et qui sert juste de nourriture à la propagande des médias marocains. J'ai eu à lire deux contradictions, dans une même phrase d'un spécialiste marocain, dans le journal L'Opinion. Ce journaliste demandait une enquête, comme si le crime de Bir Lalou s'était déroulé dans une capitale bien policée avec une police judiciaire genre FBI. Voici ses propos. Comment l'Algérie peut-elle faire une enquête et déduire que le Maroc est responsable de cette attaque, alors que ses services de sécurité ne peuvent se déplacer sur place pour faire les constatations, prélever les traces et indices pour les expertises en laboratoire, ni chercher à recueillir des témoignages qui sont les actes de police judiciaire indispensables pour déterminer les responsabilités dans un acte pareil? Oh, réveille-toi! Le meurtre a été commis dans le plus grand désert du monde, avec des armes sophistiquées. Ce spécialiste journaliste sait-il que pour ce genre de crime, on a besoin de vrais spécialistes capables de calculer le lieu du tir à des kilomètres du crime, la nature des munitions et de l'arme à terre ou dans le ciel. On est donc loin du meurtre commis par un addict en manque de hashish. Tu prends tes lecteurs pour des demeurés incapables de faire la différence entre un acte d'un voyou dans une rue sombre d'une ville et un criminel acte de guerre bien pensé et exécuté par une armée. Je fais référence à cet exemple de propagande pour dire que les serviteurs du petit roi devraient savoir que la désinformation est un art. Elle est en général l'apanage des meilleurs cerveaux des services secrets, dont l'objectif est de faire croire à l'ennemi le contraire de la vérité. Cet art ne fait donc jamais appel au mensonge grossier, mais introduit dans le discours une ou deux vérités, sans grande importance, mais enrobées de sucreries, que les incultes gobent et finissent par tomber ainsi dans le piège tendu par l'ennemi. Un mot pour finir. Si le roi pense gagner la bataille de la désinformation avec de pareils serviteurs, il risque de la perdre, comme il a perdu la guerre, la vraie, celle de 1976 à 1991, qui l'obligea à signer un cessez-le-feu après avoir abandonné des milliers de prisonniers dans les mains du politique.